À la une de ce trésor, massacre de Yirgou, 3 années après les tueries, la justice se fait toujours attendre. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés dénonce une mauvaise volonté militaro-politique. Ce massacre a coûté la vie à 49 personnes selon les chiffres officiels. CAN Cameroun 2021, les étalons du Burkina Faso en préparation à Abu Dhabi ont battu les Panthères du Gabon 3-0. Un match amical qui en dit long sur la forme physique et mentale des étalons. Dans 5 jours, les étalons ouvriront la compétition avec les Lions indomptables du Cameroun. Bonjour, merci de nous rejoindre. Le 3 janvier, une date déclarée fériée, chômée et payée au Burkina Faso à cause du soulèvement populaire de 1966 qui a vu la chute du premier président Maurice Yamiogo. Chaque année depuis lors, les syndicats se retrouvent à la Bourse du Travail où des conférences rappellent aux nouveaux syndicalistes l'histoire du pays et le poids qu'ils ont eu à cette époque. Pour ce 3 janvier 2022, la tradition a été respectée par le monde syndical burkinabé à travers la tenue d'un panel. Les détails avec Serge Kabouri. Le 3 janvier 1966, une date historique pour le pays des hommes intègres, en ce sens qu'elle marque la fin de la première république de Haute-Volta, devenue aujourd'hui Burkina Faso. Marre du vent d'austérité qui soufflait sur le pays depuis les indépendances, une grève généralisée conduite par les syndicats avait contraint le président Maurice Yamiogo à la démission. 56 ans après, jour pour jour, le monde syndical burkinabé commémore cet anniversaire à travers un panel au cours duquel 2 communications ont été données. La première, faite par Guy Olivier Ouedraogo, a abordé les caractéristiques du mouvement syndical à ses débuts. Le message fort qui se cache au niveau de cette date, c'est de savoir que les élections démocratiques en est quelque chose, parce que si vous vous rappelez, en 1965, le président Maurice Yamiogo a été élu avec plus de 98% des voix. Et le 3 janvier 1966, vous savez ce qui s'est passé. Donc il faut être toujours en phase avec effectivement les aspirations de ton peuple, même si démocratiquement tu es élu. Donc c'est le peuple qui décide en dernière position. Et de là, nous interpellons effectivement tous les dirigeants à être à l'écoute de leur peuple et surtout des travailleurs. Contribution de l'unité d'action syndicale à la défense, la promotion des libertés démocratiques et syndicales, des droits économiques et sociaux des travailleurs, tel est le thème de la deuxième communication donnée par l'ancien secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina, Richard Tianobego. Pour lui, la question de la souveraineté nationale se pose aujourd'hui avec acuité avant celle de la liberté syndicale. Cette situation sécuritaire-là pose une grande question. Est-ce que même le Burkina est libre pour que nous-mêmes, syndicalistes, on parle de question de liberté? Est-ce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit là, nous avons la possibilité de défendre notre patrie là comme nous voulons? Si nous ne pouvons pas décider de ce que nous allons faire de notre patrie, ça pose problème. Est-ce que le président Rochman Christian Kaboré peut se lever et dire je vais aller commander des armes où et je peux connaître telle ou telle arme sans l'avis de Macron? Ça, c'est la grande question qui se pose. Or, nous devons donc pouvoir décider de nous-mêmes. Pour Sagado Nakanabo, participant à ce panel, les leçons du 3 janvier 1966 n'ont pas été suffisamment assimilées par les dirigeants. J'ai l'impression que les pouvoirs ne tirent pas leçon, non seulement du 3 janvier, mais aussi des autres mouvements populaires qui s'en sont suivis. Parce que, logiquement, lorsque le peuple crie le ras-de-bol, s'il est écouté, généralement on n'aboutit pas à une insurrection. Et pourquoi nos dirigeants, chaque fois quand ils sont au pouvoir, ne pensent jamais à résoudre les problèmes pendant qu'il est temps? Je ne comprends pas cette logique, mais je suis absolument convaincu que chaque fois qu'il y a eu des soulèvements populaires, c'est parce que non seulement les gens n'ont pas tiré leçon de ce qui s'est passé avant et dans de telles situations, et se sont emmurés, se sont entêtés et ont refusé d'écouter le peuple. La commémoration de ce 3 janvier se tient dans un
C'est que connaît le pays. Le Burkina Faso a connu à ce jour 2 insurrections populaires que sont celles du 3 janvier 1966 qui renversa le régime de Maurice Yamyego et celle des 30 et 31 octobre 2014 qui a vu le renversement du président Blaise Compaoré après 27 années de pouvoir. Et justement, dans le cadre de ce panel, sur le 56e anniversaire de la commémoration du soulèvement populaire du 3 janvier 1966, le processus de la naissance du mouvement syndical a été expliqué par le secrétaire général de la Confédération syndicale burkinabé, Guy-Olivier Ouedraogo. Pour lui, au-delà de la démocratie, les idées socialistes ont influencé le syndicalisme. On écoute Guy-Olivier Ouedraogo au micro de Serge Kaboré. Il faut se dire que c'est l'apport de certaines idéologies qui ont vraiment transformé le syndicat. C'est vrai qu'il y a la démocratie. À l'époque, la démocratie était naissante en Europe. Mais les idées qui ont plus marqué les syndicats, ce sont les idées socialistes. Et bien sûr, tout le monde le sait, c'est l'idéologie marxiste-léniniste qui a le plus marqué les syndicats. Il y a eu des évolutions après, mais la naissance du syndicalisme en Europe a été effectivement d'abord les conditions de vie difficiles et les besoins de solidarité entre ouvriers et l'apport, l'évolution des idées mentalistes, idéologiques et autres. Maintenant, sur le plan africain, l'histoire du syndicalisme africain ne se confond pas nécessairement avec l'histoire du travail. Il faut se dire qu'effectivement, il y avait un embryon de relations professionnelles en Afrique. Mais si vous enlevez l'Afrique du Sud et l'Algérie en son temps, il faut se dire qu'il n'y avait pas une forte industrialisation de l'Afrique. Et même jusqu'à présent, quand vous regardez au niveau de l'Afrique, nous avons très peu d'industrialisation. Donc, par contre, le mouvement syndical africain, dans la plus grande partie du continent, émergera progressivement de par une longue gestation historique à partir de la Seconde Guerre mondiale, et cela en faveur des mouvements nationaux de revendication d'indépendance. C'est la revendication d'indépendance qui a été vraiment le catalyseur du mouvement syndical burkinabé, si c'est peut-être même pas l'inverse. Affaire Yirgou, je vous le disais en titre, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés CISC dénonce un blocage militaro-politique dans ce drame qui a fait en janvier 2019 49 morts selon le gouvernement et 210 selon cette organisation de la société civile. 3 ans après, la justice est toujours silencieuse malgré les auditions et les interpellations. Rappel des faits avec Maxime Jean-Eudes Bambara. 3 ans après le drame de Yirgou et malgré les actions du CISC, collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, organisation née au lendemain de ce drame, la justice se fait toujours attendre pour les victimes des événements tragiques des 1er, 2 et 3 janvier 2019. Des groupes armés terroristes faisaient irruption dans le village de Yirgou, dans la commune de Barsalgo, région du centre-nord, tuant 7 personnes, dont le chef du village, avant de prendre la poudre d'escampette. Des exactions et des pertes en vies humaines au sein de la communauté Peul s'ensuivent dans la poursuite des terroristes. Des représailles menées par des groupes armés d'autodéfense. Les survivants de ce drame cherchent refuge dans les autres villages. S'ensuit la guerre des chiffres. Le gouvernement donne un premier bilan officiel de 13 morts le 2 janvier et le revoit le 4 janvier à la hausse, parlant de 46 puis de 49. Le gouvernement condamne cette attaque dite odieuse et le procureur du tribunal de grande instance de Kaya est saisi. 4 jours après les affrontements, soit le 5 janvier, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, se rend à Yirgou. Le 12 janvier, 2 milliers de manifestants battent le pavé dans la capitale pour dénoncer les violences ethniques à Yirgou et exiger la dissolution des groupes d'autodéfense impliqués dans les tueries. Le massacre de Yirgou a entraîné le déplacement de plus de 6400 personnes. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, lors d'une conférence de presse tenue le 1er février, affirme que les massacres de Yirgou ont touché une vingtaine de villages. Selon cette organisation de la société civile qui dit avoir procédé à un recensement rigoureux, 210 personnes ont été tuées
tués dans cette tragédie. Les témoignages indiquent que les bourreaux sont connus et les Kogloyego nommément cités, affirme le collectif. 7 Kogloyego seront par la suite arrêtés le 7 août dans cette affaire, alors que 180 suspects sérieux avaient été identifiés par les officiers de police judiciaire et le procureur près le tribunal de grande instance de Kaya. Le 24 décembre, le chef des groupes d'autodéfense Kogloyogo de Boulsa, Brema Nagbanga, est interpellé dans le cadre du meurtrier dossier du Yirgou. Ses partisans barricadent les voies pour exiger sa relaxe. Il bénéficiera finalement d'une liberté provisoire le mardi 4 février 2020. 2 enquêtes judiciaires ont été ouvertes depuis lors par le parquet du tribunal de grande instance. La première pour élucider les faits relatifs à l'assassinat du chef du Yirgou et des membres de sa famille. Il faut dire que cette première enquête n'a pas permis d'identifier les présumés auteurs. La seconde enquête, elle, est relative au massacre de la communauté Peul et a permis d'identifier 55 corps et 66 disparus. En outre, près de 200 personnes soupçonnées d'avoir participé au massacre ont été identifiées. Sur 180 mandats d'amener décernés par le parquet du tribunal de grande instance de Kaya, seulement 12 mandats ont été exécutés jusque-là. Ces 12 personnes ont été inculpées des faits de présomption graves de crimes de génocide, de meurtre, de destruction volontaire de biens, de coups et blessures volontaires et de dissimulation de cadavres. L'an 3 de Yirgou intervient donc dans un contexte d'attente de la justice et du déroulement du processus de réconciliation nationale qui se révèle un véritable défi. Parlons toujours de justice, les acteurs de ce domaine n'ont pas du tout chômé au cours de l'année 2021. Dossier emblématique Thomas Sankara, jugement des terroristes et procès sur le trafic illicite de carburant. Voici entre autres des dossiers qui ont marqué l'année écoulée. Je vous propose maintenant un retour sur ces grandes actualités judiciaires dans cet élément signé Abdoulrahim Yeye. Le fait majeur de l'année 2021 dans le domaine judiciaire est l'ouverture du procès du dossier Thomas Sankara le 11 octobre par la justice militaire. 34 ans après les événements du 15 octobre 1987, l'ouverture de ce procès marque l'étape tant attendue pour connaître la vérité judiciaire sur la mort du président Thomas Sankara. Un procès qui marque l'aboutissement d'un long processus judiciaire et une longue lutte des organisations de la société civile et familles de victimes pour que justice soit rendue à l'ancien président Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Sur le banc des accusés, 12 personnes comparaissent. Ils sont accusés d'assassinat, de complicité d'assassinat, de recel de cadavres et d'attentat à la sûreté de l'État. 2 accusés manquent à l'appel. Il s'agit de Hyacinthe Kafando et Blaise Compaoré. En plus des accusés, plus d'une trentaine de témoins sont déjà passés à la barre pour donner leur version des faits pour la manifestation de la vérité à l'issue de ce procès qualifié d'historique. Et c'est vu cette historicité que des organisations de la société civile ainsi que les avocats de la partie civile avaient introduit une requête pour voir le procès enregistré et diffusé. Cette requête a été rejetée par le tribunal qui évoque l'article 43 du Code de justice militaire. Au niveau des juridictions de droit commun, le nombre de juridictions de premier degré passe à 26 avec l'inauguration le 18 mai 2021 du tribunal de grande instance de Ouaga 2. Situé dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou, sa compétence territoriale s'étend aux arrondissements 6, 7, 11 et 12, ainsi que les communes rurales de Samba, de Komsilga et la province de Bazega. En ce qui concerne la compétence d'attribution, c'est la seule juridiction nationale habilitée à connaître des actes liés au terrorisme à travers le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes terroristes. À ce titre, le tribunal de grande instance de Ouaga 2 a tenu la première session de jugement des actes terroristes du 9 au 13 août 2021. Cette session a permis de présenter à la barre une dizaine de présumés terroristes. Un a été relaxé au bénéfice du doute et les autres ont été condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans d'emprisonnement. La tenue de cette session est présentée comme la réponse judiciaire au terrorisme. C'est d'ailleurs la thématique de la rentrée judiciaire 2021-2022 qui est intervenue le 1er octobre 2021. Les acteurs de la chaîne judiciaire se lancent donc le défi de contribuer à lutter contre le terrorisme sans pour autant tomber dans l'arbitraire.
Dans ce contexte sécuritaire fragile, plusieurs manifestations ont été organisées au cours de l'année pour réclamer plus de sécurité. La dernière en date est celle du 27 novembre qui a dégénéré avec un lot de dégâts importants. La justice s'est saisie de l'affaire et a livré son verdict le 22 décembre 2021. Les meneurs de la marche sont reconnus coupables d'organisation d'une marche illicite. Abdelkarim Baguian et Mamadou Drabo sont condamnés à 12 mois d'emprisonnement assortis de sursis plus une amende de 300 000 francs CFA. Hervé Ouattara, Marcel Tankwano et Adama Tiendrebego, quant à eux, écopent de 6 mois de prison avec sursis et une amende de 300 000 francs CFA. Autre procès tenu au cours de l'année, c'est le procès contre les contrebandiers de carburant. En septembre 2021, le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouaga 1, a annoncé l'arrestation de 72 personnes qui s'adonneraient au trafic illicite de carburant dans les régions de l'Est, du centre-Est, du centre-Nord, du plateau central, du centre-Sud et du centre. Le procès, qui s'est ouvert le 26 octobre puis renvoyé au 16 novembre, a livré son verdict le mardi 21 décembre 2021. 40 personnes sont reconnues coupables de contrebande aggravée de carburant, mise en danger de la vie d'autrui, complicité de contrebande et spéculation illicite. Ils écopent d'une peine d'emprisonnement allant de 6 à 24 mois. Karim Dialga et Inoussa Kwanda, déclarés tête pensante du trafic, sont condamnés à 24 mois d'emprisonnement, dont 15 mois fermes et une amende de près de 9 milliards de francs CFA. Notons également qu'en fin juillet 2021, le Conseil d'État français a validé l'extradition de François Compaoré. Principal accusé dans l'affaire Norbert Zongo, le frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré a donc épuisé les voies de recours devant la justice française. Ses avocats ont donc saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Ils disent craindre pour la vie de leurs clients s'ils devaient être détenus au Burkina Faso. Les acteurs judiciaires burkinabés, eux, attendent impatiemment son extradition pour ouvrir le procès sur la mort du journaliste Norbert Zongo le 13 décembre 1998. Solidarité dans la suite de ce trésor, l'association Cœur Uni a organisé ce 2 janvier 2022 un arbre de Noël au profit des enfants des personnes déplacées internes de Pazani dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Une activité qui a permis d'apporter un soutien à plus de 300 enfants du 10 sites. Béranger Zambelongo, Alice Metrako. Des présents et un repas communautaire au profit des enfants des personnes déplacées internes de Panzani dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. Une initiative de l'association Cœur Uni qui vise à faire vivre à ces enfants démunis la magie de Noël. Une célébration en différé qui a permis de redonner le sourire à ces enfants et de témoigner à leurs parents la solidarité et la compassion des organisateurs. Nous, jeunes, nous avons voulu nous mettre ensemble. Alors, vu tout ce qui se passe dans notre pays, le Burkina Faso, alors pour aussi apporter notre grain de sel par rapport à ce qui se passe. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin, nous devons fêter Noël. Et comment les enfants de ces déplacés-là vont vivre Noël? On a trouvé bon, voilà, de lancer une collecte. En tout cas, les gens ont répondu favorablement. Et je crois que c'est ce qui aussi a favorisé cette journée-là. Étant donné que Noël, c'est la fête des enfants, et également la réjouissance et l'espérance, nous avons accepté d'accompagner les organisateurs pour redonner de la joie à beaucoup de gens qui ont tout perdu, qui n'ont plus le souci à la fête, mais à la survie. Pour cette deuxième édition, l'action a contribué à donner le sourire à plus de 300 enfants défavorisés. Vraiment, ça nous fait beaucoup de plaisir pour ces dons-là. Nous sommes fiers, vraiment fiers pour cette association ce matin, puisque nous a offert un grand cadeau de Noël. Sans ça, nos enfants n'auront pas fêté Noël. Mais avec leurs dons, nous-mêmes, on se sent que vraiment il y a Noël. Notons que l'association Cœur Uni œuvre pour le bien-être des personnes démunies au Burkina Faso, notamment les personnes déplacées internes. Après Panzani, elle promet étendre son action sur d'autres sites abritant des personnes déplacées internes.
Solfis signe son entrée dans l'arène musicale. L'artiste burkinabé Solfis, alias le Poussin d'Afrique, a mis sur le marché discographique un album de 12 titres intitulé Espoir d'Afrique. C'est une œuvre qui vise l'éveil des consciences pour un Burkina meilleur dans la diversité ethnique et culturelle. La cérémonie dédicace a été marquée par un mini-concert à Ouagadougou le 2 janvier 2022. Mamidriana Kamabou, images et commentaires. Ce mini-concert de l'artiste burkinabé Solfis marque son entrée dans l'arène musicale burkinabé. Composé de 12 titres, le premier album de l'artiste, Espoir d'Afrique, aborde des thèmes comme le pardon, l'union, l'amour, entre autres. Aussi, l'artiste s'est servi de son album pour lancer un appel au patriotisme face aux défis du moment qui demeure la crise sanitaire et sécuritaire. L'artiste souhaite se frayer un chemin dans le paysage artistique avec ce premier album. Cet album est un album tout premier, voilà, qui va m'ouvrir un passage afin que le jour à venir, ce qui va venir soit vraiment ce que le peuple attend de moi, ce que la population attend de moi, ce qui est plus meilleur. Voilà. Dans cet album, je parle du pardon, de l'union. Je sensibilise les jeunes, je fais un appel au patriotisme et je célèbre l'amour. Solfis a bénéficié du soutien de Roger Ilboudo, un parrain qui croit au talent de l'artiste et en la capacité de la musique à changer les habitudes. Je pense que c'est les artistes, aujourd'hui, tout comme vous de la presse, qu'on peut utiliser pour sensibiliser, pour inviter la population à observer les mesures barrières, à observer les mesures de sécurité, à prendre toutes les dispositions pour que ces deux défis majeurs qui vivent notre pays là, on puisse s'en débarrasser. C'est vraiment ce qui nous a animés en accompagnant ce jeune homme dans cette activité. À l'état civil, Souleymane Sawadogo dit Solfis est un jeune artiste burkinabé évoluant dans le registre tradi moderne. Son tout premier album, Espoir d'Afrique, est chanté en langue française, moré et djoula. L'album est disponible sur le marché discographique burkinabé. Dans le cadre de leur préparation pour la CAN 2021, les étalons ont livré des matchs amicaux. Le dernier en date était face aux Panthères du Gabon, suite à des réalisations signées Issa Kaboré, Gustave Sangaré et Dango Ouattara. Les étalons remportent la partie avec un score de 3-0. Un résultat expressif de la forme du moment des étalons, mais qui aura besoin d'être bonifié dans 5 jours face aux Lions indomptables du Cameroun. Bessongré, John William Sonda. Les étalons montent en puissance. 4 jours après un nul plein d'enseignements face au Morabitoun, les hommes de Kamou Malo ont démontré leur état de forme face aux Panthères du Gabon. Dans ce deuxième match de préparation avant la CAN, les étalons ont de nouveau alterné solidité défensive et réalisme offensif. Grâce à Issa Kaboré à la 30e, Gustavo Sangaré à la 54e et à Dango Ouattara à la 60e, les étalons ont infligé un 3-0 aux Panthères. Un résultat et la manière qui rapproche l'équipe de ses certitudes. Naturellement, parce que c'est une équipe se bâtit et toujours sur des certitudes. Alors nous avons nos qualités, nous avons des hommes pour. Alors nous avons bâti notre équipe parce que si vous prenez notre parcours, depuis au moins 2 ans, nous n'encaissons pas beaucoup. Alors donc nous essayons de travailler effectivement sur nos qualités et puis notamment, vous avez parlé de la générosité des garçons. Quand vous avez des jeunes qui ont envie de prouver, qui ont envie de courir, ils ne se font pas compter. C'est différent de la star, vous ne pouvez pas le faire 2 sprints à la suite. Voilà, mais les jeunes garçons, ils vont à fond. Puis, bon, je pense que c'est l'avantage que de jouer avec des jeunes joueurs. Si les observateurs et les supporters des étalons peuvent se satisfaire de ce résultat, Kamou Malo préfère pour sa part ne retenir que le match contre la Mauritanie. L'objectif pour lui étant d'arriver à point nommé du 9 janvier prochain. Je suis satisfait de ce résultat, non. Parce que pour les matchs amicaux, surtout de préparation à une compétition telle la CAN, les matchs amicaux, ce n'est pas très indicatif. Parce que vous trouvez des équipes qui travaillent sur des thèmes, pas forcément pour le résultat. Alors donc, il faut s'y me prendre, il ne faut pas... mais chez nous, par exemple, ce soir, je pourrais dire que les garçons ont vraiment respecté les consignes de départ.
Avec ce match amical, Kamou Malo a également pu tester l'envie de son équipe, un groupe fortement rajeuni, mais qui en a bien plus sous la semelle. Il faut dire qu'à ce niveau, le sélectionneur est vite parvenu à sortir une belle formation en dépit du coup de temps à lui imposer pour le rajustement de l'équipe. Naturellement, parce que quand on fait le pari de rajeunir un groupe, surtout une équipe nationale, c'est pas toujours facile. Vous avez ça tire de partout, mais en tout cas, force est de reconnaître que ces garçons à qui on a fait confiance, en tout cas, force l'admiration. Et vous l'avez vu ce soir, c'était un groupe très du milieu, j'allais vous dire, mais malgré tout, qui a donné en tout cas une belle réplique, en tout cas un football avec vraiment beaucoup de discipline tactique. Après le match amical face au Gabon, les étalons se préparent à rallier le Cameroun en vue de la CAN. Le groupe pourra dès ce mardi compter sur la présence de son capitaine et leader charismatique Bertrand Traoré. Dans cette dernière ligne droite, il s'agira de peaufiner le dernier réglage en attendant le Cameroun le 9 janvier. Voilà, c'est le dernier reportage de ce 13h. Merci d'avoir honoré ce journal. Je vous donne rendez-vous demain 13h pour un nouveau journal. D'ici là, prenez toujours soin de vous.